Météo, un début d'été en forme d'automne. La 9e étape du Tour de France écourtée. Il neigeait sur le col de l'Iseran et du Galibier. Sida au congrès de Vancouver, des avancées dans les traitements. Invité le professeur Montagnier. Aménagement du temps de travail, le Premier ministre a réuni syndicats et patronat pour accélérer les négociations sur la situation économique. Invité ce soir, M. Charles Pasqua. Vacances, grâce à un film, Le Bonheur est dans le pré, le Gers connaît cette année un boom, plus 40% d'estivants. Madame, Monsieur, bonsoir. Un début d'été en France qui ressemble étrangement à l'automne, c'est ce que disent les spécialistes de la météo. Avant un Tour de France, le Tour de France, victime lui aussi de ce début juillet automnal. Aujourd'hui, le départ de l'étape a été repoussé 2 fois, car il neigeait sur l'Iseran, à 1800 mètres, et sur le col du Galibier. Claire Reynaud, Philippe Turpot. Voici les soldes d'été version Val d'Isère, ou comment les loueurs de ski font des affaires en plein mois de juillet. C'est le monde à l'envers. On attend la caravane du Tour de France et on assiste finalement à un ballet de chasse-neige tiré de leur douillette hibernation estivale. Car là-haut dans la montagne, on a brusquement changé de saison. La route du col de l'Iseran, que doit emprunter le peloton, n'est plus qu'un long serpentin verglacé et enneigé. Et au sommet, la situation est carrément cauchemardesque. Eh bien écoutez, vous ne rêvez pas, nous sommes bien le 8 juillet 1996, nous ne sommes pas au sommet du Mont Blanc, nous sommes seulement au sommet du col de l'Iseran, à 2770 mètres d'altitude. Par une température de moins 5 degrés, avec un vent soufflant à plus de 100 km/h, les chasse-neige ouvrent finalement la route et le peloton franchit difficilement le col de l'Iseran en voiture. Au Tour d'Espagne c'est possible, au Tour d'Italie on a eu des choses comme ça, mais au Tour de France on n'a jamais eu ça. Dans la salle des fêtes de Lens-le-Villard, les coureurs se préparent donc pour le second départ de la matinée. Ils espèrent bien franchir à vélo cette fois-ci le col du Galibier et ils sont très motivés. Mais la météo joue un nouveau tour au peloton. Les conditions se sont encore détériorées et tout cela doit forcément rappeler de bien mauvais souvenirs à certains rescapés du col du Galibier. Et je crois que l'étape la plus difficile que j'ai connue, c'est en 1958. Lorsque Charles Gaulle a gagné le Tour, il avait gagné l'étape Briançon-Aix-les-Bains sous la pluie, sous une pluie battante, avec 14 minutes d'avance. Et Jacques Anquetil avait pris ce jour-là une pleurésie et il abandonnait le Tour le lendemain. Le lendemain, dans Briançon-Aix-les-Bains, En 1958 donc, malgré la neige, les coureurs avaient tout de même gravi ce fameux col du Galibier. Aujourd'hui, les organisateurs en ont décidé autrement. Le Tour de France en voiture, c'est nettement moins spectaculaire, mais c'est parfois beaucoup plus sûr. Finalement, entre Monestier et Sestrières, c'est le Danois Ries qui l'a emporté, qui endosse par la même occasion le maillot jaune. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour en revenir à la météo, plutôt pour en rester à la météo, la moyenne des températures est de 4 degrés inférieure à la normale saisonnière. En 48 heures, il a plu autant en région Rhône-Alpes qu'au cours d'un mois de juillet normal. Des vents très violents dans le Roussillon et en Corse, et de la neige au-dessus de 1800 mètres. Romain Bonan, Jean-Louis Bousser. Ils étaient venus pour le soleil et la baignade, mais les estivants ont été surpris par l'inondation dans un camping du département du Rhône. 40 familles ont dû être évacuées. C'est jamais arrivé, il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils n'ont jamais vu ça. Ça fait depuis ces 3 dernières années qu'on voit ça, mais ils n'ont jamais vu ça auparavant. Au pas de la case, dans les Pyrénées, la neige est apparue, à partir de 1800 mètres, une couche qui a atteint les 15 cm dans certains endroits. C'est le début des vacances d'été, mais pour les spécialistes de la météo, c'est l'automne depuis le 28 juin. L'eau, la neige et les températures en chute libre. Pas plus de 16 degrés le matin en ce moment, soit 3 degrés de moins que la normale. Bref, il y a 18 ans que la météo n'avait pas été aussi médiocre. L'état habituel de l'anticyclone des Açores au mois de juillet, c'est effectivement de recouvrir la France, mais il est tout à fait dans les choses que peut faire la nature qu'il y ait des écarts par rapport à cette position moyenne. Et nous observons actuellement un écart qui est important, donc assez rare actuellement, mais ça n'a rien d'exceptionnel, de jamais vu. Le temps qui ne tourne plus très rond, le phénomène ne surprend pas les experts en climatologie réunis pour 2 semaines à l'ONU à Genève. Selon eux, l'activité humaine et la pollution ont une influence discernable sur le climat, capable d'aggraver les inondations et les sécheresses. Les spécialistes mondiaux du sida sont réunis à Vancouver au Canada avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. L'association de 3 traitements contre la maladie s'avère positive, même si on manque encore un peu de recul par rapport aux premiers résultats. En revanche, si l'épidémie est ralentie en Europe, l'Asie et l'Afrique représentent aujourd'hui 80% des cas. En Afrique, par exemple, 30% des futures mères sont contaminées. Pour lutter contre ce fléau,
Des expériences sont actuellement menées notamment en Côte d'Ivoire et également au Burkina Faso. Enquête justement au Burkina Faso, Jean-Daniel Flézaquier, Philippe Jasselin. Quand il pleut en Afrique, c'est pour de bon. Et pourtant, ces femmes de Bobo Dioulasso n'ont pas voulu manquer la consultation prénatale. Elles viennent ici faire suivre leur grossesse et en même temps recevoir une information sanitaire. Mais pour certaines d'entre elles, cette consultation sera un peu particulière. On va en effet leur proposer d'entrer dans une étude. But de cette étude, réduire la transmission du virus VIH de la mère à l'enfant. Une vraie tragédie ici en Afrique. Si on estime le risque de transmission à 25 à 30%, ben ça nous fait quelques centaines d'enfants, 4 à 500 enfants par an qui naissent avec l'infection par VIH dans la ville de Bobo. Une petite ville qui fait 350 à 400 000 habitants. C'est-à-dire 2 à 3 fois par exemple le chiffre de la France. Voilà. Pleinement informées, les femmes volontaires dont le test est positif recevront de l'AZT au cours des 3 dernières semaines de la grossesse. C'est à ce moment que se fait majoritairement la transmission. Il y a l'aspect scientifique, mais il y a aussi l'aspect économique. 3 semaines d'AZT représentent 6 mois de salaire moyen ici. Et l'industrie pharmaceutique n'est pas encline à baisser les prix, alors il faudra faire pression. L'idée est qu'avec des arguments d'efficacité, d'autres voix plus autorisées que moi puissent agir au niveau des décideurs pour que le médicament soit à un prix abordable au niveau des pays en développement. En attendant, on cherche des solutions moins coûteuses. Ces ovules désinfectants, par exemple, donnés par voie vaginale avant l'accouchement, ils devraient détruire une grande partie des virus présents dans les voies génitales. C'est important, car c'est à l'accouchement que se passent 2/3 des contaminations de l'enfant. Soutenu par la France, ce projet débutera au mois d'août en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. En direct de Vancouver, le professeur Montagnier. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors l'Afrique, vous connaissez bien, professeur Montagnier, c'est là qu'un vaccin serait vraiment indispensable. Et certains disent à Vancouver aujourd'hui que les laboratoires ne font pas beaucoup d'efforts dans ce domaine, dans la mesure où commercialement, ce ne serait pas une affaire. Est-ce que c'est exact? C'est vrai qu'ils ont fait un gros effort dans la thérapeutique et pour la première fois, on a vraiment des combinaisons de traitements qui semblent efficaces sur le virus. Et c'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques, les grandes compagnies ont laissé un peu tomber, non pas la recherche, mais la mise au point du vaccin. Et malheureusement, nous sommes en retard par rapport à la thérapeutique en ce qui concerne le vaccin. Il y a encore beaucoup de voies à explorer et c'est vrai que pour l'industrie pharmaceutique, la rentabilité n'est pas en vue. Oui. C'est pourquoi je pense qu'il faut pousser l'industrie pharmaceutique, mais aussi faire un effort au niveau de la recherche des laboratoires pour rattraper ce retard. Je crois qu'on ne pourra pas vaincre le sida si on n'a pas aussi un vaccin. Bien sûr, le traitement est important, mais ce traitement, il est coûteux, il est cher, donc les Africains, par exemple, n'ont pas accès à ces nouveaux médicaments. Et la seule manière de réduire cette épidémie dans ces pays, aussi bien qu'en Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde, c'est un vaccin. Et alors commercialement, professeur Montagnier, commercialement c'est une position, moralement est-ce que ça se défend? Bien sûr que non, mais il faut voir quand même que l'industrie pharmaceutique, on ne peut pas trop la blâmer parce qu'ils ont fait un très gros effort. Pour les inhibiteurs des protéases, par exemple, c'est une réalisation assez fantastique qui a demandé des années d'efforts, des années de tâtonnement. Donc on ne peut pas leur en vouloir d'avoir commencé par cette voie. Alors, je crois que maintenant, effectivement, il faut mettre l'accent sur le vaccin. Il y a les mauvaises nouvelles, c'est l'Afrique et l'Asie. Il y a aussi les bonnes nouvelles, ce fameux espoir avec ces 3 traitements menés parallèlement. Alors c'est un grand espoir, mais est-ce qu'il ne faut pas être encore très prudent dans ce domaine? Oui, nous avons eu confirmation à cette conférence, et nous l'aurons les prochains jours, de vraiment l'efficacité de ce qu'on appelle des trithérapies, c'est-à-dire combiner une antiprotéase et 2 autres médicaments contre le virus comme l'AZT ou le DKT ou le 3TC. Mais c'est vrai que nous avons pour l'instant une limitation de temps. L'effet est connu pour, disons, à peu près 1 an pour la plupart des patients. Et il y a vraiment un effet spectaculaire. On ne peut plus isoler le virus dans le sang, par exemple, chez certains patients, ce qui n'avait jamais été possible auparavant. Et il y a aussi une amélioration clinique. Ces patients vont beaucoup mieux. Donc c'est vraiment un espoir assez fantastique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de recul pour dire c'est la guérison. C'est sûrement pas la guérison tout de suite. Est-ce que par la suite, par des traitements complémentaires, on pourra aller jusqu'à la guérison? Je pense que c'est possible pour des patients qui ont été récemment affectés. Ce qui implique d'ailleurs une incitation aux personnes qui viennent d'être exposées au virus de se faire tester. C'est très important maintenant qu'elles aillent voir un médecin et qu'elles aillent dans des centres spécialisés pour se faire traiter. Professeur, je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci à vous. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, a réuni aujourd'hui à Paris un sommet sur l'aménagement du temps de travail, un moyen de lutter contre le chômage. Le Premier ministre trouve que les choses traînent un peu entre les syndicats et le patronat. Agnès Molinier, Daniel Lévy. Ils prennent des habitudes. Il faut dire que c'est la 3e fois en 2 mois que syndicats et patronat se retrouvent chez le Premier ministre. À l'ordre du jour, l'aménagement du temps de travail. Aujourd'hui, seules 12 branches professionnelles sur une centaine se sont engagées à le réduire. La principale difficulté pour les syndicats, c'est d'obtenir, en compensation de l'annualisation du temps de travail, donc de plus de flexibilité, des contreparties en matière de création d'emplois. Les branches professionnelles, la métallurgie notamment, n'ont fait que retenir l'objectif compétition économique et ont oublié l'emploi. Le Premier ministre aujourd'hui a voulu relancer la dynamique, mais son gouvernement ne proposera pas de loi. Simplement, il s'engage d'ici septembre à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus concernant les heures supplémentaires et le recours au temps partiel. Dans les branches où il y a le plus de temps partiel, où l'on a pu noter en effet un mauvais usage parfois de ce temps partiel, eh bien, il faut qu'il y ait un accord dans ces branches sur le bon usage du temps partiel. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, une rencontre au niveau impliquant le Premier ministre, impliquant les ministres, impliquant les partenaires sociaux, traite essentiellement du problème de la réduction du temps de travail. D'autres ce soir trouvent que ce sommet n'a pas résolu les problèmes. Et puisqu'on nous parle de nouveaux rendez-vous au mois de novembre éventuellement ou à la fin de l'année, eh bien nous considérons que les rendez-vous, ce sont les salariés qui les feront. Force ouvrière a également rappelé qu'elle appelait à une manifestation le 21 septembre. Le prochain rendez-vous de cet hiver fixé par le gouvernement semble donc bien loin. L'exemple de ce partage du temps de travail maintenant. Un accord vient d'être signé chez Thomson CSF à Toulouse et à Paris également, concernant au total 1600 personnes. Isabelle de Lyon, Gilbert Usan. Travailler 4 jours sur 5, les salariés de Thomson CSF n'en ont pas encore l'habitude, mais ils vont vite s'adapter. La mesure est en vigueur dans la société depuis le 1er juillet. Thomson CSF, qui travaille surtout dans le domaine militaire, devait faire face à une baisse des commandes. Partager le temps de travail est apparu comme la seule solution pour sauver 273 emplois. Ça a été ressenti par le personnel parce que beaucoup de personnels ont effectivement leurs enfants qui sont au chômage. Et embaucher des jeunes, c'est travailler moins pour donner du travail à tout le monde. L'accord s'accompagne d'une baisse de rémunération, intégralement compensée pour les bas salaires et jamais supérieure à 6%. Du moins pendant 18 mois, ensuite tout sera renégocié. Mais d'ici là, Thomson CSF aura eu le temps de trouver de nouveaux marchés. C'est pas pour créer des emplois, c'est essentiellement et d'abord et avant tout sauver des emplois dans la mesure où on doit faire face à une sous-charge extrêmement forte, en tous les cas dans notre unité, dans l'unité de Thomson Service Industrie. Il est clair que ça nous amènera aussi à embaucher une vingtaine ou une trentaine de personnes, mais ce n'est pas le premier objectif. Nous n'avons pas été autorisés à interroger le personnel sur le site, mais lors d'une consultation, les salariés se sont prononcés à plus de 72% pour cet accord, avec l'espoir que leur exemple soit largement suivi. Une mesure comme celle de la loi Robien, par exemple, elle ne prend son sens que si un nombre important d'entreprises la font. Et pas simplement de manière défensive, il faut que ce soit de manière offensive. Si c'est pas réussi, si ça reste quelque part dans les petits laboratoires, comme peut-être éventuellement nous sommes, ça ne réussira pas. Thomson CSF a une autre ambition, concilier diminution du temps de travail et augmentation de la productivité de chacun. C'est au résultat futur de l'entreprise qu'on jugera de la réussite de ses paris. Pour parler de la situation économique et sociale, ce soir notre invité, M. Charles Pasqua. Monsieur Pasqua, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir cette réunion sur le partage du temps de travail. Le gouvernement, visiblement, cherche par tous les moyens à réduire le chômage et pendant ce temps-là, il augmente. Je crois que le gouvernement a raison de considérer que la lutte contre le chômage est un objectif majeur. Je crois d'autre part que la réduction du temps de travail, c'est une ambition légitime. Mais quand on a commencé à parler de la réduction du temps de travail, nous étions dans une situation de prospérité. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de stagnation économique et au travers du reportage que nous venons de voir, nous avons pu constater qu'il s'agit d'abord d'éviter des suppressions d'emplois. Ce serait déjà un bon résultat. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'au travers de cet objectif légitime, qui est la réduction du temps de travail, finalement, on imagine, ou plutôt
on affiche qu'il ne peut pas y avoir de développement économique. Autrement dit, qu'on prenne son parti, qui est une certaine résignation. Moi, je crois qu'il faut faire preuve de plus d'esprit offensif. J'ai entendu ça tout à l'heure. Alors justement, avec votre ami M. Philippe Séguin, vous venez de relancer le mouvement Demain la France en demandant une inflexion de la politique économique et sociale du gouvernement. Dans quel sens? Pourquoi faire? La France est dans une situation économique difficile. En quelque sorte, son économie est prise en tenaille. Et les deux branches de la tenaille, on les connaît. C'est d'une part la mondialisation, sans aucune maîtrise et sans aucune compensation, qui met en péril notamment notre système de protection sociale et la vie d'un certain nombre d'entreprises. Et l'autre branche de la tenaille, c'est l'avance à marche forcée vers la monnaie unique et l'application des critères de Maastricht. Est-ce que vous êtes d'accord avec... il faut retarder un peu, il faut desserrer cette tenaille. Quelle est la branche sur laquelle on peut agir? Celle qui concerne la convergence. Je cite encore M. Séguin qui dit tout ça c'est de la faute de Maastricht, 3% de déficit, c'est trop demandé aux Français avec une croissance qui, elle, est inférieure à 3%. Vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, je crois que l'objectif de réduire le déficit à 3%, s'il s'agit de l'obtenir, comme je viens de le dire, en un temps très bref, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1998, ça nous conduit à la récession économique. Ça, vous en êtes certain? Ah oui, absolument. Alors, M. Juppé, lui, se déclare optimiste. En même temps, les sondages indiquent que les Français n'ont pas la même confiance. Je crois que le problème, d'ailleurs, c'est pas un problème, comme j'entends dire quelquefois, c'est pas un problème d'homme. C'est un problème de choix de politique économique. Et je crois qu'on a inversé les priorités. Les deux priorités, c'est d'une part le développement économique et par conséquent la croissance, et d'autre part la lutte contre l'endettement et les déficits budgétaires que tout gouvernement doit conduire. Donc la lutte contre l'endettement, les déficits budgétaires, l'allègement du poids de l'État, la diminution de la fiscalité, tout cela c'est indispensable. Mais ça ne peut pas être la priorité. La principale priorité, c'est le développement économique. Alors le développement économique, il y a un certain nombre de moyens pour l'obtenir. Évidemment, la croissance ne se décrète pas. Mais on connaît tout de même un certain nombre de recettes. Et puis il me semble qu'on a perdu de vue, au cours de deux cohabitations, j'ai l'impression que l'esprit public s'est affadi et que nous-mêmes, nous avons perdu un peu de vue ce qu'est la Ve République. Alors justement, qu'attendez-vous du président Chirac, qui doit prendre la parole dimanche, par exemple, qu'il repousse les échéances de Maastricht? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Écoutez, ce que je pense les Français attendent du président de la République, d'abord le président de la République a parfaitement réussi son entrée sur la scène internationale. Et je dois dire qu'il a redonné à la France son indépendance et sa liberté de manœuvre. Ça, c'est un élément extrêmement positif. Et sur ce point, il a rompu avec les années Mitterrand. Il faudra que sur le plan économique et sur le plan de la politique intérieure, on fasse de même. Tout ça ne va pas se faire en un jour. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure d'un mot, je voudrais le rappeler, la Ve République, c'est le soutien populaire que l'on obtient sur un objectif clair. Alors justement, est-ce que cet objectif pourrait être Maastricht c'est trop tôt? Je reviens moi à ma question, repoussons-le de X mois, X années. Oui, mais ça c'est un moyen. Maastricht c'est trop tôt, dire Maastricht c'est trop tôt, c'est vrai. Retarder la date d'application de la monnaie unique pour donner un peu d'aisance et un peu de souffle, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut dire aux Français qu'ils ont la capacité eux-mêmes de contribuer au redémarrage économique du pays. J'ai parlé du lancement d'un grand emprunt, Antoine Pinel avait montré la voie, le général de Gaulle l'a fait, plus près de nous, Édouard Balladur aussi. Je suis persuadé que si le président de la République appelait les Français à l'effort, à la participation financière, de façon à lancer un certain nombre de grands travaux d'intérêt régional, il serait entendu et du même coup la confiance serait au rendez-vous. Alors Monsieur Pasqua, après l'économie, quelques questions très rapides sur les affaires en cours, car il y en a. Monsieur Loïc Le Floch-Prigent qui est en prison, est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Moi je ne vais pas me prononcer, je ne suis pas juge. C'est normal? Non, je ne suis pas juge, je dirais simplement que manifestement notre système judiciaire ne fonctionne pas bien. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Ou bien on garde le système à la française. Et dans ce cas, on veille à ce que le secret de l'instruction soit respecté. Ou bien alors on passe à un autre système, qui est le système britannique. On considère que l'instruction doit se faire sur la place publique. Alors il faut en tirer les conséquences. Il faut changer. Je veux dire par là que dans ce cas-là, il faut faire deux choses. Il faut qu'avant toute incarcération, il y ait un débat public en présence de plusieurs magistrats. Il ne faut pas que le magistrat qui décide éventuellement de l'incarcération soit le même que celui qui a conduit l'instruction. Et en forme de boutade, j'ajouterai ceci, il ne faut pas oublier que dans les pays anglo-saxons, les juges sont élus, ce qui veut dire qu'on peut les renvoyer si on n'est pas content d'eux, soit qu'ils soient trop faibles, soit qu'ils soient trop durs. Est-ce qu'on veut aller vers ce système? Je l'ignore. Je voudrais terminer sur la Corse, monsieur Pasqua. Est-ce que l'on doit continuer à dialoguer après l'explosion de ces voitures piégées la semaine dernière? Ou est-ce qu'on doit un petit peu se résoudre à la position de M. Raymond Barre? Je sais que vous ne l'aimez pas. Si les Corses veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Oui, mais le problème ne se pose pas du tout en ces termes. Si demain, il y avait un immeuble d'occupé à Lyon par des terroristes, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on laisserait le soin aux Lyonnais de décider de ce qu'ils veulent faire ou est-ce que l'État traiterait le problème? En Corse, aujourd'hui, l'État est bafoué. La priorité absolue, c'est d'appliquer strictement la loi et de le faire avec équité. Et c'est possible? C'est-à-dire, oui, bien entendu. Même en Corse? Oui, même en Corse, et pourquoi est-ce que ça ne le serait pas? Je ne sais pas, ça ne l'a jamais été, visiblement. De 86 à 88, je l'avais fait. Malheureusement, ensuite, tout le monde a été amnistié. Alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il faut continuer l'action entreprise qui est celle de la définition ou du complément de définition d'un projet économique. Je l'avais commencé, le gouvernement actuel le poursuit, il faut le faire. Mais dans le même temps, il faut rétablir la légalité. Personne ne doit être à l'abri et force doit rester à la loi. Personne ne doit être à l'abri des foudres de la loi quand on commet un certain nombre de délits et de crimes. Bien. Voilà ce qu'il faut faire, c'est relativement simple. J'ajouterai que la nomination d'un nouveau directeur de la police judiciaire en Corse me paraît indiquer une volonté de l'État de reprendre les choses en main. Il est temps. Merci, M. Pasqua, pour l'ensemble de vos Merci. réponses. Merci beaucoup. Une bonne nouvelle, là il y en a, la diminution du prix des communications téléphoniques nationales et internationales. La crainte, c'est une augmentation des abonnements en parallèle. Caroline Marie, Gilles Leblair. Désormais, pendant les vacances, Madame pourra téléphoner pour moins cher à tout moment à ses proches, y compris à son mari, coincé sur son lieu de travail. Le prix des communications interrégions baisse de 12,6%. Exemple, si de Marseille vous appelez Paris, l'appel sera facturé 1,73 franc la minute. Autre bonne nouvelle, les tarifs internationaux eux aussi accusent une baisse de 13,5% en moyenne. Moins 20% si vous appelez en Europe, moins 10% pour les États-Unis. Une stratégie commerciale initiée par France Télécom qui s'ouvrira à la concurrence en 1998. France Télécom investit sur la croissance. C'est-à-dire on écoute nos clients, ceux-ci nous disent c'est trop cher et si c'était moins cher on téléphonerait plus, donc nous baissons les prix de façon importante. Mais le coût des communications locales, c'est-à-dire inférieur à 100 km, reste stable, 74 centimes pour 3 minutes en tarif plein. Autre ombre au tableau, le prix des abonnements pour les particuliers, qui est actuellement de 52 francs, devrait progressivement augmenter d'ici l'an 2000. C'est le journal Le Monde qui publiait en début d'après-midi une information selon laquelle plusieurs membres du cabinet de François Léotard, ministre de la Défense de M. Édouard Balladur, avaient été placés sous écoute téléphonique juste après l'élection de Jacques Chirac en 1995. M. Léotard a demandé des explications au Premier ministre qui confirme que ces écoutes étaient liées à la sécurité nationale. Valérie Astruc. Nous sommes en mai 1995. Le ministère de la Défense change de main. Le nouvel arrivant, c'est Charles Millon. Récompensé de son soutien à Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle, il succède donc à François Léotard. 2 mois plus tard, révèle Le Monde, la DGSE demande au service de Matignon l'autorisation d'écouter 3 membres du ministère de la Défense. Le feu vert est donné. Francis Lépine, Patrice Moll et Louis-Pierre Dillet sont mis sous écoute durant 4 mois. Or, ces 3 hommes étaient les plus proches collaborateurs de François Léotard du temps où il dirigeait le ministère de la Défense. Réaction immédiate de l'intéressé. Dans un communiqué, François Léotard demande aujourd'hui à Matignon de reconnaître qu'aucun reproche ni aucune faute tenant à la sécurité nationale n'ont pu être établis à l'encontre de ces personnes et qu'aucune raison de nature politique n'a pu
et ne peut servir de support à des pratiques qui n'honorent pas notre démocratie. La réponse des services du Premier ministre ne se fait pas attendre. Les écoutes ont été effectuées uniquement pour des raisons de sécurité nationale. Ne donnant rien au bout de 4 mois, elles ont été interrompues. Ce soir, François Léotard se dit satisfait de la réponse du Premier ministre. Pour lui, l'affaire est close. Le président de la République poursuit son voyage dans le Golfe. Il est arrivé cet après-midi dans l'émirat du Qatar. Véronique Saint-Olive, Jacques Gérard. 45 degrés à l'ombre pour un accueil chaleureux. Au Qatar, Jacques Chirac a fait une halte de quelques heures dans un émirat ami de longue date. Une position stratégique des ressources naturelles en pétrole et surtout en gaz explique que le président de la République souhaite assurer le bon suivi de ses relations. Les liens économiques entre la France et le Qatar sont anciens. Ici, 80% du matériel militaire est français. Mais aujourd'hui, la France essaye de se mettre sur les rangs pour les investissements et l'exploitation des grands gisements gaziers. Avec cette visite, Jacques Chirac espère bien pousser l'avantage en dépit d'une pression américaine importante. La France a des intérêts dans le monde et elle entend les défendre. La France a un message comme d'autres, mais elle a l'intention de le délivrer. Et par conséquent, elle a effectivement l'intention d'être active. Au Qatar, comme en Arabie Saoudite, Jacques Chirac bénéficie d'un atout important. On le considère comme l'héritier du général de Gaulle, celui qui a la légitimité pour perpétuer une grande politique arabe. Mais le président de la République doit traduire cette reconnaissance par la consolidation des liens économiques avec la France, et cela demande du temps. Le procureur du tribunal international de La Haye lance un mandat d'arrêt contre les anciens leaders serbes de Bosnie, Karadzic et Mladic. En attendant leur éventuelle arrestation, sur place, on tente de réunir les preuves des atrocités qu'ils auraient commandées. Dorothée Olyric. C'est à cela que ressemble la Bosnie de l'après-guerre. Des fosses communes ouvertes, des corps exhumés, des questions posées sur les massacres. Et aussi des proches qui replongent dans le cauchemar de la guerre, des civils qui ne comprennent toujours pas. Ici, les enquêteurs sont bosniaques. Même objectif pour les enquêteurs de l'ONU, déterminer l'ampleur des atrocités. Ils sont une vingtaine déployés à Serchka, dans la région de Srebrenica. Il est clair que nous n'allons pas exhumer de corps dès aujourd'hui. Cela va se faire d'ici quelques jours. Et en attendant, on rassemble tout ce qu'on peut sur le site lui-même. Tout est prêt pour des exhumations de masse. Au moins 3000 civils musulmans et peut-être jusqu'à 8000 auraient été massacrés dans cette zone. Les travaux se déroulent sous la protection des soldats américains au cas où les Serbes tenteraient d'intervenir. Aujourd'hui, le procureur du tribunal pénal international de La Haye a demandé de délivrer des mandats d'arrêt internationaux contre le docteur Karadzic et le général Mladic. Ils doivent être arrêtés et traduits en justice pour génocide, a déclaré le procureur. Karadzic, le leader des Serbes de Bosnie, continue à nier les massacres. « Mon peuple n'a jamais commis d'atrocités. Il n'y a pas eu de tuerie hors des combats », a-t-il encore déclaré hier à une chaîne de télévision américaine. Et puis sur le terrain, l'arrestation des chefs serbes semble de plus en plus difficile. Hier, une patrouille américaine a dû rebrousser chemin en terre serbe. Les civils pensaient que les soldats venaient capturer le général Mladic. En République serbe, on n'arrête pas comme ça des chefs de guerre. Terreur en Angleterre à Wolverhampton cet après-midi. Un homme armé d'une machette est entré dans une école primaire, blessant au moins 6 enfants et 3 adultes. L'homme pourrait être réfugié dans un bâtiment actuellement cerné par la police. Il pourrait être arrêté selon d'autres informations. Cette affaire intervient 4 mois après le massacre de Dunblane en Écosse où 16 enfants et leur institutrice avaient été, souvenez-vous, abattus par un forcené. Retour en France, le président de la SNCF, M. Le Floch-Prigent, sera fixé lundi prochain sur sa demande de mise en liberté. Son sort dépendra sans doute de la décision prise par la justice. En attendant, le ministre des Transports, Bernard Ponce, recevait ce soir l'ensemble des syndicats pour les informer du fonctionnement de l'entreprise, en attendant donc lundi prochain. Pascal Guelomer, Marc Millet. Un mauvais coup. Quelles que soient les positions qu'ils défendent, tous les syndicats venus ce soir au ministère des Transports sont d'accord. L'incarcération de leur président intervient au pire moment. Mercredi, le conseil d'administration devait en effet examiner le projet de réforme de la SNCF, un projet aujourd'hui rejeté par la CGT et la CFDT. Les syndicats attendaient donc des précisions de Bernard Ponce quant au calendrier. Après 45 minutes de réunion, les cheminots sont fixés, le conseil d'administration de mercredi est annulé, c'est maintenant à la justice de se prononcer. Visiblement, c'est l'intention du gouvernement d'attendre la décision
de la chambre d'accusation pour voir si le nouveau président est libéré ou pas. S'il n'est pas libéré, il a évoqué le cas de figure de pouvoir à son remplacement et décidé d'accélérer la réforme en ce sens qu'il provoquera un conseil d'administration avant la fin de juillet. La chambre d'accusation se prononcera lundi prochain. D'ici là donc, les trains continueront de rouler sans président. Le cyclisme avec le Tour de France, une étape largement donc amputée à cause du mauvais temps, nous en parlions tout à l'heure. À l'arrivée à Sestrières, victoire d'étape pour le Danois Bjarne Riis qui en profite pour endosser le maillot jaune et qu'il reprend au Russe Berzin. Le Tour est donc loin d'être joué. Jean-René Godard. Après les neutralisations des ascensions des cols de l'Iseran et du Galabier, c'est finalement de Mentier-les-Bains que s'est lancée cette 9e étape. 46 km qui permettaient à Bjarne Riis le Danois d'attaquer en solitaire. Evgeny Berzin, maillot jaune depuis 2 jours, résistait, mais il était seul pour mener la poursuite. Dans la 2e ascension de la journée, qui conduisait à Sestrières, Miguel Indurain apparaissait au premier plan, tout comme Luc Leblanc. Luc Leblanc parti seul à la poursuite de Bjarne Riis. Bjarne Riis faisait coup double, victoire d'étape, maillot jaune. Quant à Luc Leblanc, il s'octroyait une belle 2e place devant Richard Virenque, le 4e est Rominger, le 5e Indurain ressuscité. Ce soir, le Tour de France compte un nouveau maillot jaune, le Danois Bjarne Riis, 40 secondes d'avance sur Berzin et un atout, une formidable équipe Télécom. Une idée de vacances maintenant. L'année dernière, un film intitulé Le bonheur est dans le pré, avec notamment Sabine Azema, Eddie Mitchell, Michel Serrault, avait eu un gros succès populaire et une répercussion inattendue. Une grande partie du tournage ayant eu lieu dans la région du Gers, ce département enregistre cette année une augmentation de 40% du nombre de ses estivants. Bertrand Coq, Jean-François Renaud. Il n'y a rien à faire, mon pauvre. Oui, quand même. Sur ces terres, Kléber Giberta, 76 ans aux prunes, règne en maître du palais. Le palais gascon, version mousquetaire de la pétanque, où des galettes de métal remplacent les boules, et une quille de bois coiffée de pièces de monnaie, le cochonnet. Dans les années 50, la préfecture avait jugé bon de prohiber ce jeu d'adresse, où certains pariaient jusqu'à leur chemise. Aujourd'hui réhabilité, le palais contribue à renforcer le lien social. Ah, c'est une excitation, je dirais, à la vie de tous les jours, ça un peu. C'est une distraction, c'est une passion, on peut l'appeler aussi. Hein. Ça oui, hein, bien sûr. Hein. C'est une passion qui se communique ? Oui, bien sûr aussi. Ça passe de génération en génération, ça. Depuis toujours, Condom a le goût de l'Espagne. Un péché de gourmandise qu'exploite Salvador Vargas, gitan à la retraite et professeur de flamenco. Le maître de ballet a trouvé asile dans la prison, l'ancienne maison d'arrêt, désarmée après la guerre et transformée depuis en centre culturel. Derrière ces barreaux, l'Espagnol enseigne l'art de la cambrure aux belles de Condom tentées par les Sévillanes. Au début, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, j'ai dit, où est-ce que tu mets les pieds? Mon Dieu, avec le foie gras et l'armagnac, c'est tout. Quand je suis venu d'Alger, je ne connaissais rien du tout. 3 mousquetaires, bon, d'Artagnan. Mais après, je su qu'il y avait une dame qui s'appelait Léonore d'Aquitaine, et petit à petit, j'ai appris à aimer le Gers et étudier le Gers. Dans ce pays, à la ville comme à la ferme, le bonheur est injuste. Il sourit plus volontiers aux amateurs d'éternité qu'aux touristes de passage. La haute couture défile. Aujourd'hui, Christian Dior est le dernier défilé de son créateur, l'italien Gianfranco Ferré, qui quitte l'une des plus grandes maisons de couture françaises. Nicole Cornu-Langlois, Bernard Connor. Cher Gianfranco, depuis 8 ans que vous étiez entré en haute couture Dior, on était rassuré par votre stature et votre talent. Vous, l'Italien du Nord, vous aviez su porter sur vos larges épaules l'un des plus beaux fleurons de la couture française, en respectant sa tradition tout en la modifiant. Entretenant ce mythe de la perfection et du raffinement que vous conseillez dans votre livre dédié à un jeune couturier. Et voici que pour la dernière fois,
Vous partagez avec vos collaborateurs les moments intenses qui précèdent une collection. Que ressentez-vous? Moi, je suis un chef du bateau, le capitaine du bateau. Je dois rester jusqu'à la fin, prestant, amable, sûr, donner de la sûreté à mes employés, à mes mains. Les faire rêver, les faire sourire. Et puis vous rejoignez aussi des créations qui portent votre nom. 400 points de vente à travers le monde, des licences et des prochaines lignes de parfums et de jeans. Un lourd programme. Pour votre dernière présentation haute couture, vous avez pris votre inspiration en Inde, où vous avez vécu quelques années, séduit par la richesse des matières. Matelassé doré, tailleur tissé, safran et ocre, sari de soie et d'organza. Que retenez-vous de Dior après ce divorce à l'amiable? J'ai donné tout cas de la vie à un esprit qui existait. Un esprit Dior qui doit continuer. Mais nous avons encore des rendez-vous avec vous en octobre au prêt-à-porter. Ciao, Gianfranco. C'est un événement, début ce soir du grand feuilleton de l'été sur France 2, un coin de soleil, 12 épisodes sur la vie des enfants d'un orphelinat à Rome. Ces coins de soleil, ce sont les enfants qui les allument. Ce sont d'abord les tambours de la colère, ceux de la révolte des orphelins. Leur première victoire sur eux-mêmes, sur la malhonnêteté, la cupidité des adultes. C'est vous le coupable. C'est aussi la victoire d'Ettore, leur nouveau directeur. Ce que vous m'avez forcé à écrire, c'est pas vrai. Mais tu dis n'importe quoi. J'ai fait ça parce que sinon vous me mettiez à la porte et j'aurais pas pu revoir Cathy. Grâce à eux, il y aura un peu de soleil dans le cœur de Cathy, la petite fugueuse, et quelques pâles rayons pour Poulet, Ça te plaît ça? C'est moi qui l'ai dessiné, tu aimes? le petit infirme boiteux en mal de tendresse. C'est un porte-bonheur. Je te l'offre. Merci. J'aime beaucoup de styles pour les enfants. Ils sont très vrais, très fraîches. Et il y a beaucoup de communication avec les yeux, tout le temps. Tu ne peux pas mentir avec les enfants. Entre Ettore, l'ancien pensionnaire de l'orphelinat, et les enfants dont il a pris la charge, il suffira d'un regard. La charogne ne peut plus exister. La méfiance est dissipée. Ettore est le meilleur. Vous ne devez pas nous quitter. Ils triompheront de la charogne, comme ils disent, mais il leur faudra bien plus pour se convaincre qu'ils ont une place dans le monde des autres. Voilà, le coin de soleil, c'est tout de suite après la météo de Nathalie Ruel. Le dernier journal 0h10, Philippe Lefebvre. Demain matin, 4 vérités, Gérard Leclerc reçoit Emmanuel Bocry, qui est ingénieur à Météo France. Il faut en parler, c'est important ce début juillet. Quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain soir à 20h. Bonsoir, excellente soirée sur notre chaîne.